Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est le 24 mai, mercredi. Avec moi, Guy Barrette. Bonsoir Mario. Éric est à l'extérieur de la ville, donc il ne pouvait pas se joindre à nous ce soir. Il est dans la belle ville de Ottawa. Oui. Et on n'est pas dans les bureaux de Connexio ce soir. On est chez Newrun, Oui. qui est l'employeur de notre invité. Oui, puis je m'y connais un petit peu, là. C'est un petit peu familier ici, là. J'ai travaillé 5 ans et demi chez Newrun, donc c'est un petit peu comme revenir aux sources. Donc, tout à l'heure, les gens de Newrun venaient te voir. « Hey Guy, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Notre invité ce soir, Carl Debelly. Bonsoir Mario. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On Carl- fait toujours plaisir de recevoir Guy de nouveau dans les bureaux de Newrun. Ah, ça fait plaisir. La formule habituelle, c'est on commence par la biographie rapidement de notre invité. Et ensuite, on embarque dans le vif du sujet. Excellent. Bon, t'es architecte chez Newrun. Oui. Ça fait quoi? Au-dessus d'un an là, que t'es rendu ici? Là? Non, ça passe vite, mais pas tant que ça. Ça fait un an. Ça fait un an la semaine prochaine. Avant, j'étais chez Diesel Marketing, qui se trouve être juste ici, l'autre côté du... Donc, côté de la rue, presque. L'autre côté de la rue, mais même pas de rue entre les deux. Oui, c'est la un petit parc. bâtisse juste à côté. Toi, avant d'être chez Diesel Marketing, t'avais ta propre compagnie, puis qui a été achetée par Isaac Soft. L'histoire est un petit peu plus longue que ça, mais en gros, c'est que moi, j'étais à Victoriaville. OK. La région d'où vient la poutine. Puis, Bon, juste pour nos auditeurs qui seraient d'Europe, qu'est-ce que c'est une poutine? Ah Juste oui, pour il faut les situer. absolument expliquer ça, là. C'est un délice québécois, purement québécois. Délice, je sais pas si beaucoup. bon, on peut définir ça simplement par un fromage non affiné, tordu, en grains, dans une sauce qui ressemble pas à une sauce béchamel, mais qui est une sauce brune, et avec des patates frites. Ouais. Donc, c'est un mélange de frites, de sauce et de fromage. Puis là, à cause que la sauce est chaude, ça fait fondre le fromage. Donc, ça fait ce que nous, en québécois, on appelle une poutine. Ce qui veut dire, quelque part, quelque chose qui est tout mélangé. De Donc, toute façon, c'est pas ça le sujet de ce soir. Ouais. Donc, toi, tu viens t'es né à Victoriaville. En tout cas, tu viens de cette région-là. C'est ça. Puis, t'avais parti ta propre entreprise. Donc, peut-être même avant que tu finisses ton cégep ou... Avant que je finisse mon secondaire. Ah oui? Wow. Ben, ce Donc, qui t'es un entrepreneur dans l'âme. Oui. Ce qu'il faut comprendre en région, c'est un peu plus difficile souvent de trouver un employeur. Moi, j'avais pris la décision de faire ce que je voulais faire. Puis j'avais mes propres projets, j'avais mes propres clients. Puis ça a grossi de fil en aiguille. Donc, c'était quoi? C'était en informatique, ce que t'avais... Oui. Puis, c'était... essentiellement, c'était quoi le type de service? Ça a commencé simplement avec une compagnie qui revendait du matériel informatique, qui s'est mis à développer des logiciels sur mesure. Après ça, on a qui une compagnie qui faisait des systèmes de télécommunications spécialisés en des mesures d'urgence. Compagnie que j'ai ensuite vendue pour redémarrer une nouvelle compagnie qui était plus dans les centres d'appel, toujours en téléphonie. Toujours à Victoriaville. Le marché était devenu de plus en plus limité. Alors, j'ai revendu ça à une autre compagnie de Victoriaville qui, elle, a été achetée par Isaac Soft. Puis après ça, ça m'a emmené. Puis un jour, tu as fait le grand saut, Ça m'a emmené à Montréal. Puis là, depuis quoi, 3-4 ans que tu es à Montréal? Peut-être plus depuis que ça. janvier 2004. 2004, donc 2 ans presque. Le sujet qu'on va aborder ce soir avec toi, c'est la gestion de code source, puis tout ce qu'on pourrait appeler les bonnes pratiques de gestion de configuration, parce que les deux vont souvent main dans la main. Carl, on parle de gestion de code source. Oui. Donc, moi, quand on s'est parlé, on n'était pas trop sûr sur quoi on pourrait discuter. Puis à un moment donné, moi, je t'ai suggéré, gestion de code source, ça peut sembler banal.
On peut penser que tout le monde connaît ça, mais mon expérience personnelle à faire des contrats ici et là dans beaucoup d'organisations, c'est trop souvent, c'est un sujet méconnu. Fait que Carl, aujourd'hui, tu vas nous parler justement des différents concepts. Oui, ben je vais commencer par la base. Parce que dans le fond, ça vient de besoins tout simples. C'est que souvent on se demande, quand on fait un logiciel, où on met le code source. Comment qu'on fait pour gérer les différents correctifs qu'on peut faire, les différents changements, les différentes versions qu'on peut livrer au client. Comment qu'on fait quand on veut faire du développement expérimental, si on veut pas modifier notre code. Toutes les questions de version, c'est quelque chose souvent quand on commence à développer, on arrive rapidement face à un dilemme où on ne sait pas trop comment gérer ça. Bon, pour plusieurs, c'est probablement un problème qui est déjà résolu parce que plusieurs connaissent déjà les systèmes de contrôle de source. Mais à la base, le besoin est très simple, c'est de trouver une manière de gérer le source. Et aussi, quand que plusieurs personnes travaillent en même temps sur le même programme, sur le même code, comment faire pour gérer qui travaille sur quoi. Parce que c'est ça. Veux pas, pour partir d'un point A et se rendre jusqu'à Z, c'est-à-dire à la finalité d'un logiciel, on n'a pas le choix, il faut changer, faire évoluer notre code source. Oui, on le programme jamais comme faut de la première fois. Hélas. Donc, si on change le code source, si on est tout seul, on peut avoir tout dans un répertoire local, puis on est toujours en total contrôle, puis si on a mis en place des stratégies de sauvegarde, on devrait théoriquement sauvegarder notre patrimoine. Même là, je suis pas d'accord. Même si on est seul, ça va arriver des fois qu'on va vouloir... bon, c'est sûr, comme tu dis, on peut le mettre dans un autre répertoire, mais après ça, on se retrouve avec différentes versions qu'il faut gérer. Ça peut devenir rapidement très compliqué. Des fois, on va commencer une version, c'est une version expérimentale, on va commencer des modifications, puis là, on va se demander comment on fait pour amener ces modifications-là dans la version en production. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que un des bénéfices d'un gestionnaire de code source, c'est que tu vas garder l'historique de tous les changements, puisque son but, c'est de gérer les changements. Si tu es même tout seul, si tu utilises un gestionnaire de code source, essentiellement, tu vas être capable de pouvoir retourner dans le passé et voir tous tes changements, un à la suite de l'autre. Premier bénéfice. Exactement. L'autre bénéfice, qui est vraiment la raison principale pourquoi les gens se mettent à utiliser le gestionnaire de code source, c'est la gestion des collisions, parce que c'est rare qu'on est tout seul à développer. C'est ça, exactement. Souvent, on va être plusieurs à développer. Il y a des mécanismes, on pourra les aborder plus tard, soit des mécanismes optimistes ou pessimistes, dépendamment de la mécanique qu'on veut utiliser pour gérer le développement en équipe. Mais c'est important aussi de savoir que beaucoup d'entreprises n'utilisent pas de contrôle de source, souvent parce que c'est un petit projet qui part de rien, qui vient qu'à grossir. D'autres personnes commencent à s'insérer dans l'équipe. Ensuite, la compagnie, des fois même, j'ai déjà vu qui se mettent des politiques à l'interne, des politiques non structurées par un logiciel pour gérer le code source. Ils vivent des souffrances qui font qu'ils se disent faut se créer certains automatismes, comme parce que si tu n'as pas de gestionnaire de code source, tu vas avoir plusieurs versions dans plusieurs répertoires. Laquelle est la bonne version? Des gens disent on pourrait se créer des scripts, des ci, des ça, mais à quelque part... On se complique la vie. Oui, exactement. Ça existe déjà. On veut pas. Il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui écrit par-dessus le bon répertoire, le ci, le ça, puis c'est vraiment... il y a une forme de chaos quand on fonctionne pas avec un gestionnaire de code source. Exactement. Et c'est là qu'arrivent les gestionnaires de code source, qui est un système, en gros, qui est à peu près, parce qu'évidemment, il en existe plusieurs sur le marché, mais qui est à peu près toujours multi-usagé, dont le but est de centraliser le code, de gérer les versions, de gérer des commentaires sur des versions pour savoir qui a modifié quoi, puis aussi de gérer ce qu'on appelle des branches, de gérer des versions soit expérimentales, soit des versions différentes qui peuvent être séparées de la version qui est en production. Donc là, tu as dit quelque chose de fondamental. Centraliser le code source. Donc, premier bénéfice d'un gestionnaire de code source, c'est que on va avoir le code source à un seul endroit. Il ne sera plus distribué dans 25 000 répertoires. Il va y avoir un serveur qui va s'occuper de nous donner accès au code source. Donc, on va le centraliser. On va avoir une seule copie active. Une seule vraie copie. Si on a des backups à faire, on a que celle-là à prendre en backup. Les autres étant toutes des copies de travail qu'on peut discarter à n'importe quel moment.
Puis ce serveur-là, 2 bénéfices qu'il nous donne. Il va garder l'historique des changements. Donc, on va être toujours capable de retourner dans le passé. Et surtout, il va mettre en place la mécanique pour permettre de gérer les collisions. C'est-à-dire, si tu as 2 ou 3 développeurs qui travaillent sur le même fichier, dépendant de l'approche qu'on peut prendre, on va pouvoir être en mesure de s'assurer que tu fais un changement, mets le code source dans le serveur centralisé, l'autre refait le changement par-dessus, il revient, il réécrit par-dessus et paf, finalement, le changement. Tout ce qui est lié à la collision. Mon explication est peut-être pas très claire. Ouais. En effet. Mais regarde, c'est toi l'invité. Refais-nous donc cette explication-là. Ben, en gros, c'est que, comme je disais tantôt, il y a deux principes principaux. Il y a soit le principe optimistique ou pessimistique. On parlera tantôt des différents logiciels qui existent, qui ont chacune mettons leur les manière de logiciels faire. avec, parce que pour les auditeurs, ça va rendre ça plus concret. Donc, pessimistique, c'est, entre autres, Visual Safe et par défaut pessimistique. Ce que ça veut dire, c'est que le logiciel, quand on fait un checkout, on expliquera tantôt c'est quoi, mais en gros, quand on dit au logiciel qu'on veut modifier un fichier, il prend pour acquis que l'usager va être le seul à le modifier. Les autres ne pourront pas le modifier, ils vont pouvoir le consulter, vont pouvoir aller voir les différentes versions, mais ne pourront pas être plusieurs en même temps à le modifier. Ça, c'est la version pessimistique. Donc, quand on fait un checkout, puis si on explique vite un checkout, c'est quoi? C'est dire au serveur, je veux prendre ce fichier-là et je veux le réserver pour pouvoir l'éditer. C'est ça. Donc, le modèle de Visual Source Safe, c'est justement de réserver le fichier puis de plus permettre à personne d'autre d'aller chercher. C'est comme ça que fonctionne Source Safe. Puis puisque Source Safe est largement utilisé par beaucoup de développeurs, beaucoup de gens pensent que c'est le seul modèle qui existe pour faire de l'édition de fichiers. Puis il en existe un autre modèle. Ben, il y a le modèle optimistique qui se trouve être le contraire. C'est que plusieurs personnes peuvent modifier le fichier en même temps. Puis quand arrive le moment de ramener les modifications, de faire le check-in, qui est l'inverse du check-out, c'est là que la vérification se fait, savoir si les changements sont compatibles avec les autres changements qui ont été faits dans la base de données centralisée dans le repository. De sorte que s'il y a un conflit, autrement dit, s'il y a un changement qui est incompatible avec ce qui a été mis dans le système centralisé, c'est là qu'apparaît, ben là, ça dépend de l'outil, mais c'est là qu'apparaît un outil qui permet de gérer le conflit. La différence, là, C'est ça la différence. entre les versions. Donc, puis ça, cette approche optimiste-là part du fait que ça va arriver plus souvent qu'autrement, que oui, 2, 3 développeurs peuvent être dans le même fichier, mais ils seront pas sur les mêmes lignes de code en train de faire les changements. Donc, le serveur de code source va être en mesure, lui, de pouvoir identifier que oui, tu as changé la ligne 21, l'autre tu as changé la ligne 43. Pour le gestionnaire de code source, dit oui, si c'est compatible, je peux les merger. C'est ça. Le bon terme français pour merge, ça serait quoi? Les joindre? Les joindre. En tout cas, nous au Québec, on dit les disons, merger. Ouais. Donc, ils vont pouvoir automatiquement se merger sans qu'on ait aucune tâche à faire. Et lorsqu'il y a une collision, supposons que j'ai fait un changement sur la ligne 21 et mon confrère a fait un changement sur la ligne 21, il y a une collision, le gestionnaire de code source va aviser par exemple, mon outil de développement. Puis là, ça va être la responsabilité. L'outil de développement, si intelligent, il va déjà pouvoir, par exemple, me popper une fenêtre où est-ce que je vais pouvoir voir c'est ça. Side by side, donc comment on traduirait ça? Côte à côte. Côte à côte. Excusez-moi, on vit trop en anglais. Trop de contrôle aux États-Unis. Donc, côte à côte, et là, on va pouvoir vraiment nous prendre la décision comme les développeurs, comment on va faire le dernier merge. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que le même bug a été corrigé par plusieurs programmeurs en même temps. Des fois, c'est une autre variable qui sont pas exactement pareilles, des choses comme ça. Ben, le développeur qui a à faire le merge a à simplement décider qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'il ne garde pas, ou qu'est-ce qu'il remodifie. Là, c'est sûr que ça dépend aussi de l'outil utilisé. On va parler tantôt des différents outils qui existent sur le marché. Mais ce que j'aimerais parler aussi quelque chose, c'est que là, on parle vraiment de contrôle de source, mais il y a aussi comme un autre système, une autre gamme plus évoluée qu'on appelle le système de gestionnaire de configuration, ou en anglais le Software Configuration Management, qui se trouve être un niveau de plus que juste le contrôle de source. On va parler d'un système qui est capable de gérer, de prendre en charge l'équipe. Souvent, il va gérer des tâches, il va gérer même un workflow, un code review, des systèmes de gestion de build. Fait qu'on parle vraiment d'un système qui prend plus en charge un développement que juste gérer le code source de manière centralisée. Puis ce que tu amènes comme point, c'est fondamental. C'est pour ça que tu fais du développement d'entreprise.
c'est bien beau avoir gestionnaire de code source pour quand on est dans l'étape de développement, mais on sait qu'en entreprise, le code, il passe plusieurs étapes avant de se rendre en production. Par exemple, il part de développement, il va aller dans tous les tests fonctionnels, tests d'acceptance, par exemple, par le client. Ultimement, en pré-production et à la fin, en prod. Ce cheminement-là, c'est pas un gestionnaire de code source qui va te permettre de faire ça. Ça te prend un outil beaucoup plus complexe. Puis c'est ce qui, entre autres, permet un outil de gestion de configuration. Ça permet ça. Puis évidemment, il y a beaucoup de logiciels qui ont différentes saveurs. Il y en a d'autres qui ont aussi des systèmes de contrôle de défauts, des systèmes de gestion d'environnement, des systèmes de build automatisés. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent s'ajouter au gestionnaire de configuration. Donc, situons justement les outils. Commençons par présenter quels sont les outils juste de gestion de code source les plus usuels qu'on peut retrouver sur le marché. Il y a le premier, le plus connu dans le monde Microsoft, c'est Visual Source Safe. Ça ne fait que de la gestion de code source, ce produit-là. Oui, il fait la gestion de code source. Il peut gérer des branches. C'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé. Les merges sont pas très bien supportés. Mais on parle d'un système qu'à peu près tout le monde connaît parce que... qui date depuis des années. Oui. Il y a aussi le problème de sa vieillesse. C'est pas un produit qui a bonne presse parce que justement c'est un produit bas de gamme au niveau de la gestion de code source. Si je peux utiliser le terme bas de gamme, c'est-à-dire il fait pas les choses avancées, il ne les fait pas très bien. Comme par exemple être capable de faire du merge ou des choses comme ça. Quand il est sorti, il était quand même basé sur... Il n'y a pas beaucoup de choses qui existaient, en tout cas pas dans le monde Microsoft. Il a déjà été haut de gamme. Il était basé sur RCS. Ouais, mais on recule d'assez loin. C'est un système qui fonctionne avec des fichiers partagés. Donc qui fonctionne pas très bien sur un VPN. S'il y a plusieurs bureaux, par exemple, qui voudraient utiliser le même code source, il est très peu recommandé. Il ne supporte pas vraiment les fichiers Unicode à ne pas faire. Si vous faites du XML, ça peut être problématique de stocker les XML dans SourceSafe. Il n'est pas transactionnel. Ça, c'est un nouveau concept qu'on voit de plus en plus dans le sens où quand on veut mettre une série de changements en même temps dans le source control, il y en a de plus en plus qui vont le faire de manière transactionnelle. Autrement dit, on veut que tous les changements soient appliqués de manière atomique à la base de données. En anglais, le terme, c'est change set. Je sais pas comment... donc, un change set, ça va être l'ensemble de tous tes fichiers que tu check-in à un moment dans le temps. Mais lui, il va pouvoir le gérer comme une transaction. Ce qu'avec SourceSafe, là, on n'a pas ce concept-là. C'est chaque fichier est indépendant chacun de l'autre. Il n'y a pas un concept de transaction. Ouais. Puis un autre problème aussi de SourceSafe, c'est qu'il fait vraiment une gestion par fichier. Si par exemple, on demande à SourceSafe de ramener une version précédente de, je sais pas, par exemple la semaine passée, mais que depuis ce temps-là, on a renommé des fichiers ou on en a effacé, on se retrouvera pas vraiment dans la même situation parce que ces fichiers-là, ils reviendront pas. Ça devient plus compliqué. Si on n'a pas des besoins très évolués en ce sens-là, ça va aller assez bien, mais c'est plus vraiment comme copie de sécurité là, pour revenir en arrière. C'est ça, parce que Microsoft recommande SourceSafe pour des petites équipes, environ 5 à 10 personnes, là, un gros maximum. C'est plus vers le 5 personnes présentement. Puis il y a une pratique, il y a quelque chose qu'on sait qu'on doit faire absolument si on utilise SourceSafe, c'est qu'il existe... pas open source, mais il existe un utilitaire que Microsoft fournit pour réparer et s'assurer de la bonne santé de son SourceSafe, qui est la bonne pratique étant, vous roulez ça au moins toutes les nuits pour être sûr que justement tous vos fichiers soient toujours dans un état stable, parce que si tu roules pas l'outil de réparation, tu fonctionnes pendant des mois, à un moment donné, tu as des en fait, on s'expose à des problèmes de corruption. Ouais. Surtout si on essaie d'accéder à travers un VPN, si la connexion n'est pas fiable, le risque de corrompre sa base de données est vraiment grande. Très, très grande. Donc, SourceSafe, c'est un produit beaucoup connu par les développeurs parce qu'il vient gratuit avec Visual Studio. On parle de produits de gratuité, mais si on veut aller gratuit, il y a d'autres produits. SourceSafe n'est pas vraiment gratuit, c'est plus que la licence via Visual Studio. De toute façon, on connaît tous les systèmes de licence de Microsoft. Mais si on va aller plus dans l'open source, dans le réellement gratuit, il y a des systèmes qui existent depuis très longtemps, comme le très vieux RCS qui vient du monde de Unix, qui a migré vers un système qui s'appelle CVS. CVS est un système qui ressemble un peu à SourceSafe, qui est basé sur des fichiers qui s'appelle un CVS root. Il y a également une version serveur qui existe.
où ce que le serveur sert à accéder ces fichiers CVS root là à distance. CVS est très, très connu dans le monde de l'open source. C'est un produit qui est utilisé depuis plusieurs années. Je sais pas exactement depuis quand il existe, mais ça Puis fait assez longtemps. la grosse différence de CVS avec SourceSafe, c'est que lui, il fait des check-in optimistiques, comme on disait. Oui, ben, de toute façon, dans le monde, comme je dis, si on se rapporte dans le monde de l'open source, du Unix, on peut pas dire que quelqu'un fait un check-out et personne d'autre peut le modifier. Ce concept-là utilise. Ce serait pas imaginable d'utiliser ce genre de système-là. Ça deviendrait extrêmement ardu à gérer. CVS gérait très bien justement les noms les changements de noms, ces choses-là. Par contre, si tu avais une arborescence, il y avait des faiblesses. Puis c'est pour une des raisons pourquoi il y a un nouveau produit open source qui a été développé dernièrement, ces dernières années, qui s'appelle... Il y a Subversion. Tout à fait. Subversion n'est pas vraiment la nouvelle version de CVS comme plusieurs le pensent. C'est une réécriture. C'est une réécriture. C'est les personnes, des personnes qui connaissaient très très bien CVS, qui avaient beaucoup participé à son élaboration, ont décidé de rebâtir quelque chose de nouveau, mais sans être obligé de supporter tout le legacy qui vient avant. Ouais, puis en corrigeant les défauts d'architecture là, que CVS pouvait avoir. Là. Ben, CVS, c'était une série de scripts à l'origine sur RCS qui a évolué vers un binaire, mais qui est obligé de supporter les bugs qui étaient devenus des features tellement que le monde a capitalisé là-dessus. C'est ce qui fait que rajouter des nouvelles features à CVS, c'est à peu près impossible. Ouais, puis à un moment donné, ça vaut la peine de faire une coupure là, puis on arrête, puis on recommence sur une base qui est pleine là, puis. Puis si quelqu'un c'est sûr que si tu utilises depuis plusieurs années CVS, la migration à Subversion est peut-être, en tout cas c'est une décision que tu dois réfléchir et prendre peut-être le temps qu'il faut, mais si tu commences, t'as rien, t'es probablement beaucoup mieux de partir avec Subversion que de partir avec CVS. C'est une question de choix. Subversion n'est pas encore totalement final. Ça change beaucoup. Il y a certaines des fonctions, il y a certaines écoles de pensée qui disent que CVS a encore des avantages sur Subversion, comme par exemple au niveau des branches. Mm-hmm. Subversion est considéré comme étant moins ouvert que CVS. Il y a moins de possibilités. Okay. Par contre, étant donné qu'il est plus restrictif, peut-être que la méthodologie peut être plus simple à suivre. Là, c'est une question d'école de pensée aussi, là. Mais avant d'aller trouver la Subversion, j'aimerais revenir à CVS parce que souvent, moi, une question qui m'a été posée souvent, c'est le monde me dit « Oui, CVS, c'est bien beau, on l'utilise dans le monde de l'open source, mais comment qu'on fait pour s'y connecter à faire du .NET avec CVS? Parce que le monde va souvent essayer d'utiliser WinCVS, qui n'est pas vraiment intégré à l'outil de développement. La question, c'est comment qu'on fait pour l'intégrer? Il existe 2 outils, puis je pense que c'est important de les nommer, pour intégrer CVS à l'outil de développement Visual Studio, autrement dit le SCC API pour le Source Code Control API. Il y a une compagnie qui s'appelle Jalindi Idlu, qui est un... On va mettre les liens sur notre site. Là, oui. Ça, c'est un outil qui existe depuis déjà assez longtemps, qui s'appelle un SCC Proxy, pour connecter CVS à Visual Studio. Il est peu supporté, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Il y en a aussi un autre que j'ai trouvé, que moi j'utilise, qui va vraiment bien, qui est fait par une compagnie russe qui s'appelle PushOK. Okay. La compagnie PushOK fait un proxy pour CVS qui va vraiment bien. Je pense aussi qu'il y a la firme Tortoise. T-O-R-T-O-I-S. Oui, qui en font un pour CVS, puis qui en font un aussi pour Subversion. Il y en a d'autres aussi qui existent, mais la majorité des autres que j'ai testés étaient incomplets ou ne supportaient pas. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si tu prends un de ces produits-là qui, lui, supporte le fameux API que Visual Studio utilise pour intégrer avec les codes sources, ben là, tu peux directement dans Visual Studio travailler avec un CVS sans avoir à passer par des interfaces Windows ou par des interfaces Command Line. Exactement. Sauf que ce qui est important de savoir, c'est que on ne peut avoir à la fois qu'un seul CVS. Un seul CVS ou Source Code Control. Comme par exemple, si on décide qu'on travaille avec SourceSafe, on ne peut pas travailler avec CVS en même temps. Ça marche pas. Mais pour régler ce problème-là, j'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. Ah oui? La même compagnie qui s'appelle PushOK fait un logiciel qui s'appelle le SCC Dispatcher. Ah oui, puis pour ce logiciel-là va automatiquement détecter quel utilitaire de source control est utilisé, puis il va se connecter sur le bon provider.
automatiquement. Parce que souvent, dans une stratégie de migration, les organisations ne voudront pas tout switcher d'un coup. Ils pourraient garder leur source safe puis se dire, bon, on va commencer les nouveaux projets à les mettre sur un Subversion ou un CVS. Puis là, ben, tu es capable à ce moment-là d'aller... Parce qu'il arrive toujours une situation où est-ce qu'on te demande de retourner dans du vieux code source, question de maintenance et tout. Puis si t'es pogné pour avoir 2 environnements de développement, ça ouais, c'est ça. Ben, il y en a qui vont essayer d'utiliser des machines virtuelles, des choses comme ça. Mais quand on peut, à travers le même environnement, accéder aux deux en même temps, ça peut être assez intéressant. Carl, tu mentionnais Visual Studio. Il y a différentes versions de Visual Studio. Ces plugins-là, est-ce qu'ils supportent 2005, 2003? Ben le SSC API est vraiment il est pas spécifique à une version de Visual Studio. Il y a même d'autres logiciels comme Dreamweaver ou d'autres choses comme ça qui supportent directement aussi cette API-là. Le seul point qui est un peu spécial, c'est les nouveaux projets web de 2005. Les fameux nouveaux projets web. Il n'y a pas de projet web, ouais, justement. Mais je peux vous dire, ouais, c'est ça. Le nouveau Push OK supporte très bien les projets web de .NET 2.0. Okay. Ça fonctionne très bien. Puis pour le reste, là, tous les autres types de projets, ça fonctionne très bien aussi. Là, on a parlé des produits open source. Après ça, là, tu as des produits commerciaux. Ah, là, il y en a plusieurs qui ne sont surtout pas gratuits. Donc il y a nous notre but ce sera pas de toutes les présenter, mais on peut quand même en nommer quelques-uns juste pour situer les gens. Les principaux joueurs là peut-être. Donc les principaux joueurs qu'on peut retrouver. C'est sûr que la liste est beaucoup plus longue que la liste que j'ai ici. C'est sûr qu'on peut penser à Perforce. Perforce, c'est un gros joueur qui est assez connu. BitKeeper. Il y en a un que moi j'ai vu souvent, que Borland fait, qui s'appelle StarTeam. Mais ça, on parle vraiment de plus grosses solutions. Il y a des solutions plus petites comme SourceGear, Volt. Qui se veut en remplaçant à SourceSafe, la compagnie qui essaie de se positionner plus dans... Oui, un remplacement direct. Là, parce que le prix n'est pas très élevé pour SourceGear. Ouais. Puis lui, l'avantage comparé à SourceSafe, c'est que les sources sont stockées dans SQL Server. Ouais. Ouais. Il y a des projets aussi comme à la sauce IBM, comme ClearCase, qui est un gros produit qui peut gérer multiplateformes, mais aussi, bon, le prix est aussi gros que le produit. Ouais, mais c'est un très bon produit, par contre. Ouais. Si vous vérifiez les critiques sur Internet, tout le monde va vous dire que c'est le meilleur si on est prêt à y mettre le prix. Mm-hmm. Puis, il y a un nouveau-né. Et non le moindre. que Guy et moi-même affectionnons parce qu'on s'adresse beaucoup à Team System. Donc, dans la version, je sais pas si on peut dire haut de gamme, mais la version Team System de Visual Studio, il y a aussi un gestionnaire de code source. C'est-à-dire que ce produit-là, tu n'utilises pas SourceSafe, tu prends dans le Team Foundation Server, vient un nouvel outil de Source Control qui n'est pas une nouvelle version de SourceSafe, mais qui est vraiment un autre outil de gestionnaire de source qui est basé lui aussi sur SQL. Et donc, il a l'avantage d'être transactionnel et intégré avec tout le reste des outils de Team System. Parce que quand tu regardes l'intégration que ce produit-là a, on tombe presque dans ce qu'on appellerait du Software Configuration Management, parce que le Team Software Foundation gère tous tes work items, gère tous tes builds, ces choses-là. Donc, à quelque part, là, on embarque plus dans un produit global pour tout ce qui est le cycle de vie du logiciel. Puis, donc, ce produit-là, il y a un pied... Oui, mais c'est pas nécessaire d'utiliser toutes les fonctionnalités Team System. Là, si on veut, on pourrait même juste utiliser le gestionnaire de source de Foundation Server. Tout à fait. On pourrait faire même plusieurs émissions juste sur Team System. Ouais. Je me concentrais principalement sur l'aspect contrôle de source. Tout à fait. Parce que sinon... Puis, mais l'idée, c'est que ce produit-là, il stocke son information dans une base de données SQL. Puis là, pour les backups, c'est assez simple parce que tu as tous les outils de SQL Server à ta disposition. Ouais, ça devient aussi simple de faire le backup du source control que de le faire de n'importe quel serveur SQL. On a parlé que on a des outils de gestion de code source. Tu peux avoir une vision beaucoup plus globale en disant, écoute, je vais m'intéresser pas juste à gérer mes codes sources, mais à mon processus de build, à mon processus de test, parce que développer du logiciel, c'est pas juste une question de faire un changement dans du code source, c'est s'assurer que ce qu'on change
est toujours aussi stable, c'est-à-dire que je réponds toujours aux besoins du produit, que les exigences du produit, mais que j'ai pas créé des défectuosités. Ouais, ben là, on s'approche de la méthodologie, comme par exemple, il y en a beaucoup qui connaissent les méthodologies de développement qu'on appelle les test-driven development, on dit comment on dirait ça? Développement dirigé par les tests, on pourrait appeler ça comme ça. Ouais. Mais qui sont des techniques très agiles, là, si on peut les mettre dans le bucket de toutes les approches agiles. Ben, ces méthodologies-là prescrivent de créer des tests pour tester le code. Alors, le but qui va arriver, le monde va dire, quand on met des nouvelles versions du code dans le source control, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des moyens de démarrer ces tests-là automatiquement. Mm-hmm. Il existe un principe qu'on appelle l'intégration continue, ou le continuous integration en anglais, qui permet justement de mettre un serveur en place qui va détecter que des modifications ont été faites et vont automatiquement démarrer une série de tests et notifier les développeurs des résultats. Donc, le point que tu amènes, à mon avis, à moi, il est assez fondamental. On a un serveur de gestion de code source, un gestionnaire de code source. Lui, ce qu'il sait faire, c'est s'assurer de gérer tes changements, mais ce qu'il sait pas faire, c'est changer le code. Ça, c'est un développeur qui sait faire ça. On s'entend tous, hein, on est d'accord là-dessus. C'est ça. Le développeur, lui, pour être capable de changer le code source, il ne travaillera jamais directement sur le serveur de gestion de code source. Il doit se prendre une copie locale, d'où le concept d'avoir un espace de travail local. Un workspace. Un workspace. Ouais, ben le principe de base, souvent appelé sandbox, ou espace de travail selon les différentes source control, les différents logiciels qui existent sur le marché. Ben, le principe, c'est qu'il va chercher la version, comme tu disais Mario, il va chercher la version sur le serveur, il l'amène, il avise, ben, dépendamment s'il y a un système optimistique ou pessimistique, il avise le serveur qui veut modifier certains fichiers, les modifie, vérifie si ça fonctionne bien et décide s'il est le temps de ramener les modifications. Vérifie. Donc, un des présupposés, souvent, c'est quand tu fais pas juste changer, tu dois vérifier que ton code. Donc, souvent, on va parler de tests, donc tests unitaires, tests de régression que le développeur fait avant même de checker in ses codes sources. J'irais même encore plus simple que ça, simplement compiler. Des fois, ça arrive souvent qu'il y en a qui vont faire un check-in sans même avoir compilé. Si on a un système comme SourceSafe, il n'y a pas vraiment de mécanisme qui nous oblige à s'assurer qu'on a bel et bien compilé et que ça fonctionne, ce qu'on est en train d'insérer comme nouveau code. D'où ce que tu parlais d'intégration continue, c'est-à-dire Exactement. que du coup qu'on fait un check-in de notre code source dans notre repository, ou en tout cas dans notre gestionnaire de code source. Là, nous, on va pouvoir mettre en place des mécanismes pour valider que ce que le code source que la personne a mis, on n'a pas créé une instabilité. D'où intégration continue. Donc, on va avoir des build machines qui vont tout de suite prendre un nouveau code source, puis le recompiler pour vérifier premièrement ça compile-tu. Puis si ça compile, même peut-être avoir des tests de régression, différentes choses pour s'assurer qu'on est toujours dans un état stable. Puis si on n'est pas dans un état stable, c'est ce qu'on appelle briser le... You broke the build. Puis souvent, dans les organisations, il y a une pénalité associée avec ça. Ouais, on porte un chapeau quelconque ou on paye la bière. Certaines organisations, c'était t'avais le monkey parce qu'on avait une petite mascotte, c'est toi qui l'avais sur ton bureau. D'autres organisations où j'ai vécu, c'est que tu devenais responsable de t'occuper justement de tout ce qui est l'intégration continue. Donc c'est comme ta pénalité. Puis là, tu te croises les doigts en disant j'ai hâte qu'il y en ait un qui le brise parce que je vais pouvoir déléguer à cette personne-là et me retourner à ma job principale qui est de m'occuper juste de changer le code source principalement. Donc, l'intégration continue, c'est de se dire, je veux attendre le moins longtemps possible pour vérifier s'il y a une incongruité ou en tout cas un changement non valide du développeur. On s'entend tous que c'est pas beaucoup d'organisations qui sont à l'intégration continue. Plus souvent qu'autrement, c'est au moins l'intégration à la nuit, si c'est pas à la semaine. Ben, plusieurs utilisent les serveurs d'intégration continue, comme le plus connu qui est Cruise Control, l'utilisent simplement comme système de gestion de build. Il n'y en a pas beaucoup qui vont vraiment se rendre jusqu'à l'exécution des tests, même des fois un déploiement automatisé pour des tests, comme tu disais tantôt, de régression. Ce que je voulais amener, c'est que mon expérience personnelle, c'est les gens sont conscients qu'il existe l'intégration continue, mais quand tu arrives dans les organisations,
Les organisations qui ont des bonnes pratiques, oui, le font, mais très souvent, tu as des organisations... Oui, il y a un gestionnaire de code source, mais l'intégration se fait encore sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est le vendredi avec le cauchemar du vendredi, où est-ce que, principalement, les gens, ça finit... soit qu'ils vont rentrer le samedi parce que ça n'a pas réussi à marcher, ou ils vont finir le lundi. Puis donc, quand tu leur parles que tu veux maintenant intégrer à tous les jours, ils te regardent en disant « Hein, je vais vivre le cauchemar à tous les jours, je veux pas ça. » Il faut leur expliquer finalement que c'est peut-être parce que ta marche, ou en tout cas, t'as trop de changements quand tu veux intégrer. C'est des plus petits cauchemars. Mais s'ils sont tellement petits, à un moment donné, ils sont plus du tout des cauchemars, ils deviennent juste de l'intégration. Parce que si le bobo, si on peut dire, arrive immédiatement après que le programmeur ait fait son changement, étant donné qu'il a encore un mois, il est beaucoup plus apte à bien réagir que si c'est quelqu'un d'autre qui est rendu à 9h le soir, s'aperçoit que le programmeur a fait une erreur 2 semaines avant. On a bifurqué un petit peu, là. On est rendu dans les tests d'intégration et tout ça, là. On est parti du gestionnaire de code source. On peut peut-être revenir au code source, là. Oui. J'aimerais peut-être souligner qu'il existe aussi d'autres concepts par rapport au code source qu'on parle depuis tantôt, mais qu'on n'a pas vraiment défini, qui est les branches. Oui. Souvent, on va arriver à un point où on livre une première version d'un logiciel, ou une version X, puis on veut travailler sur une nouvelle version, mais il faut continuer à supporter la version principale, la version qui est en production. Le gestionnaire de source va permettre de créer une branche à partir de la version version 1. On appelle souvent la mainline en anglais, ou en tout cas la branche principale. C'est comme dans le cas de CVS, ça s'appelle le head. Dans d'autres systèmes, ça a d'autres noms. Peu importe. Le but, c'est justement de pouvoir avoir plusieurs changements différents qui ne s'impactent pas les uns les autres, mais après un certain temps, d'être en mesure de pouvoir les ramener ensemble. C'est ce qu'on appelle un merge. Soit ramener la nouvelle version, les nouvelles features vers la version en production, par exemple, quand on fait la mise en ligne, la mise en production. Ça peut être ça pour quand on a différentes plateformes à supporter aussi. Ou s'il y a différentes équipes, là, j'embarque un petit peu dans les patterns qu'on pourra parler plus tard. Mais par contre, il y a les branches ont vraiment une manière de gérer du code qui se ressemble, mais des versions différentes du code. Mais le point que tu amènes, c'est ça, c'est qu'il va y avoir des raisons pour lesquelles on va créer des branches, puis c'est pour ça qu'il y a un mécanisme de branche dans les outils de gestion de code source. Puis les fameux patterns les plus connus pour les raisons pour lesquelles on pourrait créer des branches, c'est parce que j'ai une nouvelle version, puis je veux m'assurer que ma nouvelle version soit complètement différenciée de ma version. Tu sais, j'ai fait ma version 1, puis là, maintenant, je veux partir du développement de la version 2. Donc ça, c'est une raison qu'on pourrait considérer comme très valable de le faire. Il y a une nouvelle version, il y a des sous-projets. Simplement dire on a une version spécifique à un client ou une version spécifique à un... Ça arrive souvent, ça. Ouais. Tu as un produit principal, là, puis tu le customises, là, ou tu l'ajustes là, pour des clients particuliers. Oui, il y a certaines compagnies aussi qui vont avoir des branches qui vont survivre tout le long du projet, mais ça va être vraiment la branche spéciale pour un client. Alors, la version principale, puis il se trouve à merger les versions pour ce client-là. Bon, c'est peut-être pas le pattern qu'on veut le plus avoir, mais dans certains cas, c'est... Est-ce qu'on va revenir, on va reparler de la meilleure pratique, mais avant même de parler de ça, une autre raison souvent pour laquelle on créerait une branche, ça pourrait être aussi parce que on a quelque chose qu'on veut valider, on a des essais à faire, puis on n'est pas sûr. L'expérimental, oui. On n'est pas sûr si ça va nous amener quelque part, donc on part une branche, puis si c'est significatif, on va voir remerger cette branche-là dans notre branche principale. Puis si c'est pas significatif, on va juste la laisser mourir sans y toucher. Ouais, mais il y en a aussi qui vont créer des branches. Par exemple, quand on utilise des sources de tierces parties. Tu crées une branche. Des fois, on a des composants de tierces parties qu'on achète. On a le source, mais il y a des nouvelles versions qui arrivent. On va créer une branche à la nouvelle version, puis on va pouvoir la tester, s'assurer qu'elle s'intègre bien, avant de ramener ces nouvelles sources-là dans le système principal. Tu as glissé un mot sur les patterns de Software Configuration Management. On pourrait mettre le lien, le URL sur le site, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un des patterns les plus... La meilleure pratique, on pourrait dire, c'est si tu crées une branche, tu la ramènes au mainline. C'est ça. Théoriquement, elle va avoir deux finalités. Soit qu'elle va mourir parce que ça va être une branche que tu feras plus évoluer, mais si c'est pour évoluer, tu veux la remerger dans le mainline.
Le but, c'est d'essayer d'avoir le moins de branches possible à supporter. Sinon, on revient un peu à l'équivalent d'avoir des répertoires séparés sur disque, un peu comme on dit au début. Le but, c'est d'être centralisé. C'est vraiment ça l'idée principale derrière les gestionnaires de sources. Donc, ce qu'on vient d'expliquer, c'est les gestionnaires de code source, tu as toujours une branche principale et on va créer des branches secondaires, mais avec la vision de toujours vouloir les ramener dans notre branche principale. Et forcément, si on veut modifier, changer le code source, on va se créer, on a nos workspace personnels pour ramener les codes sources, faire l'édition, faire les tests, ces choses-là. Et ces deux grands principes-là, c'est l'essence même de ce que seraient les patterns de SCM. Tout à fait. Ce sont les patterns de base. Il y en a qui vont beaucoup plus loin. Je pense que c'est un peu hors du sujet d'un... Parce que c'est ça, on peut résumer ça en disant, le bon pattern, c'est que tu devrais avoir une ligne principale, en anglais on dit un mainline, tu cherches à sauvegarder ton code source à un seul endroit. Au besoin, tu crées des branches parce que ça peut être utile, nécessaire. Comme on dit tantôt, les nouvelles versions, les développements expérimentaux. Puis, forcément, les gestionnaires de code source, eux, te permettent pas d'éditer directement le code source sur le serveur, c'est qu'il faut que tu te ramènes une copie locale, donc d'avoir ton propre mapping sur comment les fichiers vont être déposés dans des répertoires. Tu fais tes changements, tu fais ton édition, par exemple avec Visual Studio, tu t'assures de rouler tes tests, de faire tous tes tests de régression pour être sûr que ce que tu changes ne crée pas d'instabilité, et tu refais ton check-in. Si tu as mis en place des mécanismes d'intégration continue, ben automatiquement au check-in, le serveur de build va partir, va vérifier et va t'ordonner même un feedback en disant bravo, c'est beau, t'es correct, ou tu as brisé le build. Si on revenait à Team System, c'est un nouveau produit que Microsoft vient de sortir il y a quelques mois. Quelles sont les particularités du produit? Ben, Microsoft a emmené plusieurs nouvelles idées intéressantes qui n'existaient pas vraiment avant dans le monde de Microsoft. Premièrement, par rapport à SourceSafe, le système est transactionnel, de sorte que quand on met une série de changements qui s'appelle un change set, les changements sont tous insérés en même temps, portent la même description, le même commentaire, ils sont vraiment atomiques, ils sont vraiment ensemble. Mais il existe aussi un autre système qui s'appelle le shelving, ou le mise en tablette. Il vient possible pour un développeur de commencer une série de modifications au code, de les tabletter, puis de revenir à la version courante, de sorte que le développeur peut commencer plusieurs séries de modifications différentes et revenir à un état stable, ce qui est souvent difficile avec les source control quand on commence des fois un nouveau développement et qu'on n'a pas créé de branche. Ça devient très difficile de revenir à une version de production, par exemple, pour régler des bugs. Ouais. Ou un bon exemple, c'est il est 5 heures de l'après-midi, je dois quitter, ma journée est finie, mon code compile pas. Mais je sais que si je l'insère dans le gestionnaire de code source, je vais me faire lyncher le lendemain matin par les développeurs qui sont rentrés plus tôt que moi. Alors là, ce que je peux faire, je peux faire un shelving de mon code, là, finalement. Oui, c'est sûr que c'est plus utile quand on est en développement en équipe, parce que des fois, il y en a comme politique que ça compile pas. Le soir, tu fais les check-in. D'autres qui vont dire, on fait les check-in juste ça compile. Le shelving vient régler ce problème-là, où le programmeur a sa propre version, il peut même... Ça l'assure que si tu es par exemple avec un build de nuit, que le build de nuit qui va prendre la dernière version des codes sources ne ramassera pas du code source qui ne compilera pas, par exemple. C'est ça. Mais si le programmeur, par exemple, voudrait continuer même sur un autre poste de travail, continuer les changements qu'il avait commencé, il est possible de le faire. Mm-hmm. Ou s'il ne veut pas créer une branche spécialement pour chaque nouvelle feature qui est en train de développer, le change set va permettre, quand que c'est des petites fonctionnalités, va lui permettre de les stocker séparément avant de les ramener dans la branche principale. Il y a un scénario que tu viens de parler qui est souvent, moi je trouve fort intéressant. Si tu shelves ton code, ça peut permettre à un de tes confrères de pouvoir faire une revue de code rapidement dessus, parce que tu peux mettre une politique, dire en plus qu'on veut que tous les tests aient roulé, il faut qu'il y ait une revue de code avant qu'on fasse nos check-ins. Oui, ça c'est un autre des modifications intéressantes de Team System. Il y a moyen de mettre des politiques de check-in. Les politiques ne s'appliquent pas au shelving, ils s'appliquent juste au check-in. Il y a moyen de dire, par exemple, il faut absolument que le code compile. Il faut absolument qu'il y ait un code coverage au niveau des tests. On parle vraiment de dire que le code est suffisamment testé. Faut par exemple qu'il réponde à certaines politiques, comme par exemple si on utilise FXCOP, que FXCOP ait
donne un résultat positif. C'est extensible. Il y a moyen de programmer des nouvelles politiques pour les rajouter en team system, par exemple, n'importe quel besoin qu'on pourrait avoir à l'intérieur de l'entreprise, de le relier avec un poste du système comptable, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui seraient possibles de faire. Mm-hmm. Écoute, ça nous donne une bonne vue d'ensemble des certaines des raisons pour lesquelles on pourrait aller vers Team System. Est-ce qu'il y en a d'autres que toi tu verrais? Principalement, le Team System permet aussi d'avoir une vue d'ensemble des projets parce que, comme on disait tantôt, c'est plus un gestionnaire de configuration et non pas juste un système de gestion de source. Comme je ne veux pas tout couvrir les aspects de Team System, mais c'est un système qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Il y a beaucoup de rapports qui permettent de savoir le taux de modification d'un projet, le taux de couverture des tests, et qui permettrait, par exemple, à un gestionnaire de projet de vraiment savoir où son projet est rendu, quelle quantité de tâches sont accomplies, sont en train d'être accomplies. Il permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble qui est très difficile d'avoir autrement. Donc, c'est l'extension de... les outils de gestion de code source, c'était comme l'étape 1, l'évidence, il fallait au moins gérer nos codes sources, mais là, on arrive avec des produits de plus en plus sophistiqués où est-ce qu'on ne fait plus que gérer les codes sources, on essaie de gérer le cycle complet, puis on embarque beaucoup plus dans ce qui serait du software configuration management. C'est ça, c'est vraiment un système qui prend en charge l'équipe et trouve une manière de centraliser les différentes tâches que chaque rôle peut avoir à jouer, chaque personne peut avoir à jouer au sein de l'équipe, que ce soit celui qui teste l'application, que ce soit celui qui la développe, le gestionnaire de projet, celui qui gère les déploiements, l'architecte qui a fait le design de l'architecture autant technologique de l'environnement de l'infrastructure. C'est quelque chose qui est tout pris en charge aussi par Team System. Écoute, Carl, on te remercie. Ça vous donne une bonne vue d'ensemble de le domaine de la gestion des codes sources. En terminant, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu voudrais recommander à nos auditeurs? Ce que je recommande, c'est peut-être de s'intéresser aux SCM patterns, qui sont les meilleures pratiques à utiliser quand on veut vraiment aller de l'avant et mettre en place une politique de l'entreprise pour gérer le code. Donc, on va mettre le lien, là, je sais que c'est Brad Appleton puis Steve Burzak qui gère ce code. Et peut-être la petite découverte aussi, comme je parlais tantôt, le push OK SCC Dispatcher. Pour ceux qui auraient à gérer un environnement avec plusieurs sources, contrôle source, on va également mettre le lien. Bon petit outil. Parfait. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Mais la chronique Tout le monde en blog, mais ce soir pas avec Éric Côté, mais avec toi Guy, parce que tu vas faire un Éric Côté de toi-même. Oh mon Dieu, je sais pas si je vais pouvoir. Donc, Tout le monde en blog, on parle toujours de qu'est-ce qui s'est passé au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, groupe dans lequel on est fortement impliqué. Je dirais même très fortement impliqué. Donc, les dernières activités, c'est DevTeach. Oui, on a eu un gros meeting à DevTeach. C'était un meeting spécial. On avait un panel sur l'accès aux données. Donc, on avait plusieurs panélistes de renom. Kathleen Dollard, Barry Gervin, Rod Paddock, Scott Bellware, Richard Campbell, puis Alan Griver de Microsoft. Donc, ça a parlé là, d'accès aux données, qu'est-ce qui était le mieux, Link, ADO, les objets et tout ça. Donc, ça a dépendu pendant 2 heures, 2 heures et demie, puis les personnes présentes pouvaient poser des questions là, à nos panélistes. C'était vraiment intéressant. Discussion intéressante. Quelques jours plus tard, après DevTeach, c'est moi qui ai fait une conférence. Oui, tout de suite après. J'ai repris une conférence que j'avais faite à DevTeach en anglais, mais là, je l'ai présentée en français. C'était architecture agile avec l'inversion de contrôle, donc les fameux Dependency Injection Patterns. Donc, se présenter à quoi servent ces patterns-là, puis la justification
économique à quelque part de l'utilisation de ces patterns. Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, une présentation sans code. Oui, hein? Ah, ben, c'est une présentation d'architecture. C'était parfait. Les prochaines présentations, c'est le 5 juin prochain. Jérôme Caron de Microsoft Canada, donc qui est à Toronto, qui est basé à Toronto, va nous présenter SQL Server Reporting Services 2005. Donc un overview pour ceux qui ont jamais vu le produit. Ça va être une excellente introduction. Oui. Puis, à la fin juin, le 19 juin, nous, on va revenir de TechEd et on va présenter justement les nouveautés qui ont été annoncées. Oui, tout de suite, le lundi suivant TechEd, on va être de retour. On a un meeting là, où on va vous présenter là, tout ce qui est nouveauté là, qui a été présenté à TechEd. On va vous en reparler de toute façon à la prochaine émission, parce qu'on a des émissions toutes les 2 semaines. Les nouvelles. Hey, il y a beaucoup de nouvelles cette semaine. Il y a une conférence Microsoft présentement qui s'appelle le WinHEC. Et c'est pas les hautes études commerciales qu'on a ici à Montréal. C'est plutôt le Microsoft Windows Hardware Engineering Conference. Alors, c'est vraiment une conférence pour les fabricants de matériel, etc. Donc, c'est pour avoir les informations sur les nouvelles plateformes, les nouveaux API, etc., surtout au niveau hardware. Alors, Microsoft a annoncé la version bêta 2 de Office 2007, mais aussi de toute la suite Office Server. Donc, il y a Project Server, il y a aussi Visio, OneNote, SharePoint, le SharePoint Designer, qui est l'ancien front page, qui renaît de ses cendres. Groove Server, et puis un produit qui s'appelle Forms, Office Forms Server. Donc, tous ces produits-là sont disponibles en download, là, en bêta 2, pour tout le monde. Et en même temps, Microsoft a annoncé le bêta 2 de Windows Vista et de Longhorn, donc la version serveur de Vista. Mais ces deux produits-là sont disponibles en download seulement pour les usagers ou les abonnés de la librairie MSDN et de TechNet. Puis en même temps, Microsoft a mis à la disposition des usagers, donc en download aussi, ce qu'on appelle le Windows Vista Upgrade Advisor. En fait, c'est un petit utilitaire que vous téléchargez sur votre poste de travail et qui vous permet en fait, ça roule un rapport au niveau de votre hardware puis votre matériel, et ça vous dit, vous allez pouvoir utiliser Windows Vista, parce qu'on sait que Windows Vista va avoir des requirements au niveau matériel qui sont quand même assez élevés. Donc, en fait, ça permet de tester votre matériel pour savoir s'il va pouvoir rouler ou non, ou en tout et en partie Windows Vista. Donc, ça c'est intéressant à télécharger. Puis, puisque c'est la conférence justement sur les fabricants de matériel, Microsoft a annoncé des choses qui touchent la virtualisation. Oui, la virtualisation. Donc, en fait, ce que Microsoft a annoncé, c'est ce qu'on appelle leur roadmap. Donc, d'ici aux prochaines années, là, qu'est-ce qu'ils vont, vers où ils s'en vont. Donc, ils ont annoncé un nouveau produit qui est le Microsoft System Center Virtual Machine Manager, tout un nom, qui va permettre de gérer des environnements là, de machines virtuelles là, pour des grandes entreprises. Là. Ils ont aussi annoncé une initiative qui est pas mal intéressante. Depuis quelques mois, ils ont fait un test au Brésil. Et l'initiative, le produit s'appelle FlexGo, l'initiative s'appelle FlexGo. Et en fait, c'est l'utilisation d'ordinateurs à la carte, un peu comme on le fait avec les cellulaires. Donc, si par exemple j'ai un téléphone portable, un cellulaire comme on le dit ici en Amérique, je peux acheter une carte d'appel, donc je paye 10-20$ pour une carte, ça me donne du temps d'antenne. Alors, pour les pays en voie de développement ou les pays où les salaires sont pas élevés, acheter un ordinateur, c'est une énorme dépense, c'est impossible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé le même principe, c'est-à-dire que tu as ton ordinateur et tu achètes des cartes d'utilisation, donc des minutes d'utilisation de ton ordinateur. Donc, c'était en test au Brésil depuis un bout de temps et ça a l'air que ça a très bien fonctionné et l'initiative est lancée là, maintenant au travers le monde. Parce que c'est ça, dans les pays en voie de développement, les gens prévoient plus acheter un ordinateur et le partager entre plusieurs personnes parce que ça prend plusieurs personnes pour... Ou tu as peut-être un ordinateur par village, là.
Donc, S'ils ont l'électricité aussi, là. Ben là, il parle même, il y a des fabricants qui font des ordinateurs que tu vas alimenter en pédalant. À pédale, ouais. Bon. fameux Que- ordinateur à 100$. C'est ça. Ouais. Donc c'est c'est un sujet par lui-même. On n'embarquera pas là-dedans parce qu'on va en parler pendant un bout de temps. Puis on va y revenir sûrement parce que je serais pas surpris qu'un jour, dans quelques années d'ici, qu'on fasse des émissions spécifiquement là-dessus. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, c'est à tous les auditeurs, partez votre download, assurez-vous d'installer les versions bêta dans des machines virtuelles ou sur une machine là, qui est pas une machine de production. C'est toujours la recommandation qu'on doit faire. Mais il y a une couple de gigas de download là, à effectuer, donc ça va être dur sur votre bande passante. Ben écoute, ça fait le tour des nouvelles. Carl, on te remercie encore. Merci. C'est tout à ton honneur d'avoir fait le tour du sujet de la gestion des codes sources. Sujet qui peut sembler peut-être banal à la base, mais qui, à mon avis, est fondamental. Ouais, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Puis, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines. Donc, on va avoir comme invité Serge Tremblay et on va parler de SharePoint et surtout ce qui s'en vient avec la version. La nouvelle version 2007. Donc, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Visual Studio Talk Show.